de couverture de ce guide et le CPE des collines normandes qui nous a mis à la disposition près d'une trentaine de photos qui illustrent beaucoup les fiches autour des argumentaires et des usages de la haie. Et puis, pas mal de photos aussi ont été mises à disposition gratuitement sur le site de la fac agroforesterie ou de Wikimedia. Donc, de manière à ce qu'on est globalement sur des illustrations qui, vous pourrez les retrouver et vous pourrez éventuellement les réutiliser pour celles qui sont celles de la fac et de Wikimedia, c'est une notoriété publique. S'il y en a d'autres sur celles de la Fédération de pêche ou du CPIE, il faudra le leur demander. Mais toutes les images sont créditées, les illustrations sont toutes créditées côte à côte, donc c'est très facile à retrouver. Donc voilà le document. Donc il y a le document lui-même qui peut être téléchargé. Et puis il y a toutes les annexes numériques. Chaque fiche, il y a certaines fiches qui n'ont pas d'annexe, mais beaucoup de fiches ont des annexes numériques. Vous pouvez retrouver des annexes qui vont être sous forme de documents PDF ou de tableaux Excel, par exemple des listes d'espèces, des choses comme ça. Et puis, comme je vous le disais, vous pouvez le télécharger en un seul bloc, ou vous pouvez le télécharger de manière individuelle. Donc, vous avez cette adresse qui s'appelle guidebocage.cater-com.fr qui vous renverra en fait de manière un raccourci pour vous envoyer directement sur une page dédiée sur le site internet. C'est aussi en annexe numérique du guide que vous retrouverez les méthodos des deux outils présentés juste avant. Voilà, et puis une petite synthèse en chiffres du guide. Parce que ça a quand même été un gros travail, 124 pages, 67 schémas à créer, 69 pictogrammes à travailler, 54 termes, près de 80 références bibliographiques ont été utilisées, 19 documents dans les annexes numériques, et on a presque une année de travail à 5 personnes de totaliser pour ces 22 fiches. Voilà, j'en arrive au bout. Je sais pas si rapidement, il y a une ou deux questions, et puis on passera à la suite après. Oui. Ok. Eh ben... D'accord. Bon, et ben donc, s'il n'y a pas de questions particulières, de toute façon, il pourra toujours y en avoir peut-être un peu après. Je vais passer la main à Mélanie qui va vous faire son retour d'expérience sur le secteur d'Openfield du bassin du Lézon. De notre retour d'expérience, du mien en l'occurrence, sur le bassin du Lézon. Donc pour un peu recontextualiser les choses, voilà, donc en fait, ça fait pas longtemps qu'au syndicat, on travaille sur cette compétence en 2017 pour travailler sur cette nouvelle compétence, qui est donc la mise en place de petits aménagements d'hydraulique douce. Donc au début, on a commencé à travailler donc, sur le bassin versant du Lézon, donc, qui est en jaune sur la carte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait eu une étude commandée par 14 communes, donc en fait, qui s'étaient regroupées donc, sur le Lézon amont, pour travailler justement sur cette thématique, parce qu'en 2017, il y avait eu des précipitations orageuses, donc très très fortes, qui avaient engendré donc, des coulées de boue, qui avaient impacté donc, des routes, des maisons, et aussi donc, le cours d'eau qui avait été colmaté, donc le Lézon. Donc avant de préciser un peu sur ce qu'on a fait sur le programme, je voulais redonner quelques caractéristiques du bassin du Lézon. Donc là, on voit la carte de paysage du bassin de la Dive. Donc en fait, il n'y a pas la légende, mais en jaune, vous l'aurez compris, donc c'est la
plaine céréalière hein, de Campfalaise. Donc voilà, le Lézon est en plein dedans. Comme autre caractéristique, on a des sols calcaires à capacité donc quand même d'infiltration très développée. Hein, ça va jouer hein, sur l'animation après du programme. Sur des sols limoneux et puis aussi des parcelles où on a une très faible épaisseur de terre arable. Donc on arrive rapidement sur le calcaire en fait. Et globalement quand même, on est sur la plaine, donc en fait des pentes assez faibles, notamment sur les sources du Lézon. Donc là, vous pouvez voir un histogramme donc des bilans des travaux donc après 3 ans d'animation, donc ce qu'on a fait à ce jour depuis le début en 2017. Voilà, j'ai présenté un peu en pourcentage les différents aménagements qu'on a pu faire par rapport au linéaire total. Donc on a voilà, d'un côté les sur talus. Donc bon, je ne vais pas reprendre les chiffres que vous pouvez voir là sur la diapositive. Je vais juste, donc voilà, on voit quand même qu'on est sur les haies sur talus, qui est un peu l'aménagement, on pourrait dire un peu phare du programme à la base de lutte contre l'érosion et sellement. Là, en fait, on a un pourcentage de 20% qui n'est quand même pas très élevé et qui est dû notamment voilà, à la plaine, aux différentes caractéristiques que j'ai précisées sur voilà, la plaine céréalière de Campfalaise. Et on a aussi un autre chiffre qui est à mettre en avant, c'est les haies simples à plat, qui est assez élevé. Et voilà, pour ceux qui connaissent un peu peut-être le financement de l'Agence de l'eau sur le programme de lutte contre l'érosion et sellement, on a possibilité de financer des haies simples à plat, mais qu'à hauteur de 20% du linéaire total. Et là, effectivement, avec 47%, on est largement au-dessus. Donc, c'est parce que au syndicat, on a fait le choix en fait d'intégrer au programme de lutte contre l'érosion et sellement le financement de haies simples à plat au-delà des 20% financés par l'agence. Donc, on a voilà, d'autres financeurs associés qui est donc la région, donc via l'appel à projet, et le département du Calvados. Donc, en fait, on y est arrivé à cette évolution du programme pour différentes raisons. Donc, en fait, quand j'ai commencé à animer, à rencontrer les élus et les exploitants, voilà, globalement, à part sur certains endroits qui avaient posé problème, j'entendais souvent qu'il n'y avait pas de ruissellement, de constater, qu'on était sur une plaine, que c'était plat, que le ruissellement, c'était juste dû au chemin agricole, mais pas forcément aux parcelles. Et que en plus, un talus, si on n'a pas trop de terre, voilà, il n'était pas question de perdre du terrain en faisant un talus, il n'était pas question de prendre la terre pour faire le talus, enfin différentes choses. Mais quand même en parallèle, j'avais quand même quelques exploitants qui, comme vous pouvez le voir sur la photo, se rendaient bien compte que même si on est sur une plaine et que voilà, il n'est pas question de recréer un paysage bocagé, hein, c'est quelque chose qu'on m'a bien fait comprendre, hein, notamment quand j'anime des réunions avec les exploitants, que je vais les voir. Il n'est pas question de parler de recomposition bocagère, mais bien juste de haies et puis de petits aménagements d'hydraulique douce. Mais ça n'empêche qu'ils sentaient bien qu'ils replantaient de temps à quelques endroits, c'était quand même intéressant. Et au début, donc, on refusait parce que voilà, le linéaire était trop important. Et puis finalement, on est parti du principe que si on ne le faisait pas, ça risquait d'être pas fait et que c'était quand même intéressant, donc forcément pour la biodiversité, mais aussi sur la qualité de l'eau. Donc, on a voilà, cherché d'autres financeurs. Donc là, je vous ai présenté quelques exemples de mise en place d'aménagement d'hydraulique douce. Donc ici, là, c'est une haie sur talus avec fossé borgne. Donc on voit bien en fait sur la photo à gauche, c'était donc la parcelle avant aménagement. Donc ça, c'était une parcelle qui avait été impactée lors des orages voilà, que j'ai évoqués au début de la présentation. Donc en fait, il y avait eu des coulées de boue qui étaient parties de la parcelle, qui avaient traversé la route et qui étaient allées sur les maisons qu'on peut voir, et aussi sur le Lézon qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui est derrière les maisons.
Donc, sur cette parcelle, les exploitants voilà, se souvenaient très bien quand on est arrivé de ce phénomène. Et donc, ils ont, eux, tout de suite été d'accord pour faire une haie sur talus avec fossé. Donc, le fossé, c'était notamment aussi pour prendre la terre, parce qu'il n'était quand même pas question de prendre la terre sur la parcelle. Et donc, voilà, donc là, vous pouvez voir voilà, au moment des travaux, et puis là, quelques années plus tard. Donc après, sur cette parcelle, ce qui serait intéressant aussi, forcément, c'est de travailler aussi en amont pour limiter la quantité qui peut arriver sur cette parcelle agricole. Mais c'est là qu'on est sur souvent des difficultés, comme quoi voilà, les exploitants qui sont en amont, eux, ils n'ont pas été directement concernés, ils n'ont pas été montrés du doigt au moment des coulées de boue. Donc voilà, c'est compliqué quand même de leur faire comprendre qu'il faudrait qu'ils mettent aussi des aménagements. Donc sur cette même, alors c'est au même endroit en fait, il y avait aussi un problème avec le chemin agricole qui débouche sur la route départementale, là on peut voir sur la photo. Donc en fait pour régler ce souci, enfin pour essayer en tout cas de régler ce souci, on a sur la parcelle là que je vous ai présentée avant, essayé de faire une zone tampon. Enfin, fait une zone tampon qui nous a permis aussi de récupérer de la terre pour faire le talus. Donc, les exploitants étaient d'accord voilà, de céder un petit bout de la parcelle. Donc, en fait, on a fait un lit drainant pour récupérer les eaux de ruissellement avec un dos d'âne qu'on voit bien qui devait emmener l'eau à la zone tampon. Donc, on voit qu'au bout d'un mois, après un mois, ça fonctionnait plutôt pas mal. Sauf qu'après, sur la photo de juin 2019, vous pouvez constater que en fait, le lit drainant s'est sédimenté complètement et après n'était plus du tout efficace. Donc, on a fait évoluer voilà, l'aménagement en mettant une buse pour essayer quand même de récupérer une partie du ruissellement, mais on va devoir réintervenir pour faire quelque chose d'un peu plus efficace. Et un autre exemple d'aménagement, c'est les haies doubles que voilà, j'ai évoquées sur le camembert là, précédemment. Donc en fait, ces haies doubles, c'est pour moi une bonne façon de quand voilà, le talus n'est pas nécessaire parce que voilà, les exploitants ne constatent pas de ruissellement important. Mais ils me disent quand même que c'est vrai, il y a peut-être un ruissellement un peu plus diffus et puis qu'on est quand même sur une pente. J'arrive à faire évoluer l'aménagement vers une haie double qui, voilà, il n'y a pas la barrière physique comme le talus, mais qui n'est pas forcément non plus tout le temps nécessaire. Et c'est quand même un bon aménagement, surtout qu'en plus, là, on voit, donc il y a une haie double sans bande enherbée, et puis à gauche et à droite, c'est haie double avec bande enherbée. Donc là, on est quand même sur un aménagement assez conséquent. Donc voilà pour les exemples qu'on a pu faire sur le BV du Lézon. Donc après, là, je vais vous parler une fois que les travaux sont faits, parce qu'effectivement, d'arriver jusqu'à la réalisation des travaux, mais finalement, même quand ils sont faits, ce n'est pas encore gagné. Donc pour plusieurs raisons. Donc là, voilà, je vais vous montrer quelques exemples de choses que j'ai pu constater sur le terrain. Photos là sur des haies que j'ai pu réaliser, donc notamment sur la photo de droite, on peut voir voilà, un bon le paillage qui a été complètement retourné, qui a même été creusé. Donc forcément, le blanc, ils sont impactés. En principe, il doit venir faire un petit tour, voilà. Je sais qu'en fait, sur cette haie-là, le sanglier est dans le secteur. Donc, en fait, il fait des trous voilà, de ce type-là. On a aussi d'autres phénomènes comme ces trous de terrier. Donc là, on voit le plan est encore debout, mais clairement, en fait, les racines sont dans le vide. Hein, on ne le constate pas sur la photo. Donc là, c'est sans doute dû, même sûr, au blaireau. Hein, l'exploitant me l'a confirmé. Comme autre dégâts qu'on peut constater, c'est voilà, ce type de plan coupé en 4 morceaux. Alors, comme on ne voyait pas très bien avec le paillage, voilà, je les ai entourés par un cercle rouge. Donc ça, c'est pareil, c'est un exploitant qui m'a donné la réponse, qui m'a dit qu'il avait vu un matin sur sa haie des lapins ou des lièvres. Vous ne pouvez pas me préciser lequel.
Mais voilà, donc forcément, une fois que le plant est dans cet état, c'est compliqué après qu'il pousse. Mais finalement, ma bête noire, et comme j'ai marqué l'ennemi public numéro 1 au SMBD en ce moment, c'est si encore il n'y avait que le blaireau, le sanglier et le lapin, on s'en sortirait bien. Mais c'est donc le chevreuil qui, sur le BV du Lézon, il y a plusieurs hordes de chevreuils qui se promènent à 20-25 et qui voilà, font des dégâts vraiment importants sur les plantations. Donc, il y a quelques photos d'illustration. Alors, voilà, en gros, clairement, ils mangent le déraciné. Ils vont même, des fois, si le plant commence à pousser et commence à sortir de la protection, manger ce qui sort, voire peut-être même donner un coup dans la protection. Donc voilà, on a quand même beaucoup de dégâts et des haies entières qui ont été quand même saccagées à cause du chevreuil. Donc effectivement, on peut protéger les plants. Il y a différentes solutions, mais ce n'est pas si facile, dans le sens que voilà, les photos aussi qui ont été faites par moi, hein, en allant sur les différentes plantations. Donc on voit que il y a des protections qui s'envolent, qui voilà, se couchent et forcément, il y a carrément une agrafe en fait, qui avait été plantée aussi pour tenir la protection au sol et qui n'a pas suffi. Et on peut se retrouver sur ce type voilà, de choses où dans le sens, en fait, on a les protections qui vont s'envoler et qui vont carrément sur les parcelles voisines, parce que là, ce n'est pas la parcelle de l'exploitant chez qui j'ai planté, c'est bien la parcelle du voisin. Donc, en gros, dès qu'il y a un coup de vent, j'allais récupérer les protections, les remettre en place. Alors, je ne les ai pas remis en place longtemps. Après, j'ai abandonné parce que j'en avais marre de le refaire. Donc ça, c'est dû voilà, au vent fort sur la plaine. Hein. Donc, j'ai mis une petite illustration d'éoliennes hein, qui sont à proximité de là où on a planté. En Normandie, bon, on a beaucoup de vent, hein, mais c'est vrai que sur la plaine, notamment, comme il n'y a pas du tout c'est vrai que dès qu'on va sur les plateaux, ça souffle vraiment très fort. On a aussi un autre phénomène de protection, c'est la mauvaise mise en place possible, qui peut entraîner aussi des problèmes pour la pousse de l'arbre. Donc en fait, sur le guide bocage qu'a présenté Cédric, il y a notamment cette photo qui illustre la mauvaise mise en place. Donc c'était sur au SMBD qu'on a fait ça. Voilà. Et donc des fois les tuteurs, alors clairement les tuteurs en bambou, c'est pas suffisant pour tenir les protections. Et même les agrafes au sol peuvent être insuffisantes et voilà, s'envoler aussi quand il y a trop de vent. Et puis même dans tous les cas, en fait, bon déjà il y a le plastique qui peut s'envoler, mais même admettons si ça ne s'envole pas, ça n'empêche qu'au bout d'un certain temps, il faut l'enlever, ça va se dégrader, ça va être compliqué à enlever. Et puis voilà, ça a pollué dans le sens que moi j'en ai déjà récupéré plusieurs. J'ai déjà rempli des voitures de plastique que je suis allée jeter à la déchetterie et c'est vrai que peut-être qu'il faudrait trouver des solutions alternatives. Donc je vais vous en présenter deux qui sont en cours d'essai et qui ne sont pas encore validés parce que voilà, il n'y a pas assez de retours et j'ai un peu voilà, quelques doutes sur l'efficacité. Donc, l'arbre a une couleur un peu blanche, en fait, c'est notamment donc, dû au produit. Donc, qui est un répulsif à base de graisse de mouton qui, en fait, a une odeur et un goût qui ne va pas plaire au chevreuil. Donc, le problème de ce produit, c'est que voilà, il a un coût assez élevé. Alors, s'il n'y avait qu'une application encore, ça irait. Ça pourrait être équivalent à la mise en place d'une protection de manchon là, en plastique. Sauf qu'il faut faire un renouvellement sur les premières années. Et c'est là que tout de suite, en fait, on est sur des coûts qui vont monter. Donc, en fait, il y a besoin d'un certificat pour pouvoir l'acheter et l'appliquer. Donc, nous, au syndicat, pour réduire les coûts, on a décidé de le faire en interne sur quelques haies. Donc, j'ai passé ma certification phyto et on a pu l'acheter. Et hier, j'ai fait ma première application. Si on commence à multiplier les kilomètres, ça va être compliqué aussi.
Donc, à voir. Et puis aussi à voir sur l'efficacité, parce que voilà, on a des haies, des plants qui ont été mangés malgré le produit. Alors, est-ce qu'il a été mal renouvelé ou est-ce que finalement, en fait, il y a tellement peu de choses à manger que les chevreuils, ils sont allés quand même voir dans les prochains mois et prochaines années. Sinon, une autre protection, enfin une autre possibilité qu'on va tester là sur cette saison de plantation, c'est les protections biodégradables. Donc, qui sont plastiques, sauf que voilà, on est sur de la matière biodégradable, donc qui logiquement a une durée de vie de 36 mois et qui effectivement au coût aussi à l'achat c'est un coût plus important. Donc nous on va le faire sur quelques kilomètres et puis on va voir ce que ça va donner. J'espère que voilà, ce sera tout aussi efficace et après comme ça on limite aussi le plastique. Donc là, je vais juste parler rapidement du paillage qui peut des fois aussi manquer d'efficacité. Donc là, on a sur la photo des copeaux de bois qu'on utilise principalement. Et alors, c'est pas, enfin, forcément, je ne sais pas si vous le voyez tous très bien, mais en fait, on a du liseron qui vient des côtés des bords de talus et qui rampe sur les copeaux de bois et qui vont monter sur les arbres. Et sur un plant qui fait 60 cm, beaucoup de liseron, ça peut carrément l'étouffer. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté sur quelques haies et qui nous a posé aussi problème. Comme autre paillage qu'on a testé cette année sur un très faible linéaire, c'est le tissu de lin. Donc là, c'est pareil, là, c'est pas du liseron, mais c'est les ronces qui sont sur le tissu, qu'on peut voir sur la photo. Et un autre problème que j'ai constaté, c'est que, alors là, je pense que c'est parce que l'entreprise a mal fait un truc, c'est qu'en fait, quand ils font la fente pour mettre le plan après avoir mis le tissu, ils n'ont pas réagrafé et donc forcément, en fait, on a des touffes d'herbe qui rentrent directement en compétition avec l'arbre et c'est pas non plus idéal. On a des petits plans. Et pour conclure sur les différents cas qu'on peut voir sur le terrain, c'est le dans le talus. Clairement, aussi quelque chose avec un exploitant. Si le talus et pour finir, donc voilà, je voulais quand même finir sur une note positive dans le sens que il y a quand même quelques plantations qui poussent sur la plaine. Là, on est sur une plantation qui est sur la commune de Potigny, qui est en plein sur la plaine et qui a 2 ans. Et on voit quand même que voilà, à certains endroits, les arbres poussent quand même. Donc voilà pour merci de votre attention et j'ai tout dit. Je sais pas s'il y a des questions. Il y a une différence entre un manchon plastique et un manchon biodégradable. Alors, en gros, si on prend la mise en œuvre et la fourniture, donc c'est surtout sur la fourniture que ça va jouer, ça dépend des prestataires. En fait, on a eu un prix là récemment, qui date d'il y a 2 semaines, où c'était quand même raisonnable dans le sens que c'était 1 euro de supplémentaire, donc c'était le double, on va dire. Mais bon voilà, nous on a jugé que ça restait raisonnable. Et là, en fait, j'ai une autre entreprise qui pour même m'a dit que le prix était multiplié par 5. Donc, mais j'ai su ça hier soir à 17h, pour tout vous dire, donc je n'ai pas pu lui retéléphoner. Mais donc, en fait, ça dépend vraiment un peu des entreprises. Donc là, c'est tout nouveau, mais en gros, c'est au moins multiplié par 2. Ici, c'est Martin, parc naturel régional des marais du potentiel des Dessins, où il utilise des piquets en châtaignier plutôt pour supporter les protections chevreuil. Oui.
Oui. et avec aussi un entretien en juin-juillet par rapport à la première année par rapport aux lycées. D'accord. Donc effectivement, oui, ça c'est bon à savoir. Donc on s'est douté qu'en fait on avait. En fait, alors ça c'était aussi, c'est vrai que on aimerait bien que l'entreprise intervienne assez tôt dans l'année, mais là les 2 dernières années, ils nous avaient dit qu'ils interviennent au mois de juin et finalement à chaque fois ils décalaient et c'était au mois de juillet. Donc c'est vrai que c'était malheureusement trop tard. Donc à certains endroits j'ai essayé d'intervenir tout seul, mais bon, sur un dénominateur important, c'est pas non plus possible. Et sur les tuteurs, c'est vrai que là, les tuteurs en bambou avec les agrafes. On a fait un peu confiance à l'entreprise parce qu'on n'avait pas trop de retours. On s'est dit que ça devait fonctionner. Mais c'est vrai que là, c'est on va prendre des tuteurs en châtaignier, comme on nous l'a conseillé, et notamment Cédric, pour que ça tienne bien. Il y a une question sur un éventuel manchon en bambou. Est-ce que ça Alors, dit quelque chose, manchon en bambou? Oui, avec Tony, donc, qui est mon responsable, on a regardé un peu ce qui pouvait se faire. Et donc, à un des prestataires, on lui a demandé, il nous a dit qu'il avait regardé. Pour le coup, en fait, c'était pas multiplié par 2 ou multiplié par 5, c'était vraiment hors de prix pour la quantité qu'on peut faire. D'accord. Je ne sais pas si on parle bien du manchon en bambou, je ne sais pas si ma question avait été entendue. Ah oui, bon, c'est par rapport au manchon. Être intéressant, voilà, si on fait ça dans la quantité de plans que nous on plante, enfin, qu'on fait tous les ans, ça serait vraiment trop élevé en fait. Okay. Ben, il n'y a pas d'autres questions. Ok, parfait. Je laisse ma place. Merci Mélanie. Alors, donc maintenant, on va voir un retour d'expérience qui va nous être présenté par Amélie Rack et Antoine Sinoquet de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. Donc, retour d'expérience plutôt sur la partie plutôt aspect bocage sur le bassin de la Célune. Je vais, par contre, ils sont à distance, donc je vais leur donner la parole comme présentateur. Donc là, Amélie, c'est toi qui as normalement la parole. On nous a demandé de présenter un petit retour d'expérience donc dans le bocage vis-à-vis de nos activités et puis sur le bocage et puis un petit peu l'historique et l'évolution de nos pratiques. Je vais laisser Amélie commencer. Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez. On ne me voit pas par contre, c'est ça? Donc, comme Mélanie, on va vous rappeler, on va faire un bref historique sur la thématique bocage, donc au niveau du territoire du bassin versant de la Célune. Donc pour nous, ça a commencé il y a bien plus longtemps que sur le bassin de la Dive, donc dès 2008. Donc c'est un peu le même principe. Les premières réflexions sur le bocage, elles ont eu lieu à la suite d'importants problèmes d'érosion lors d'orages et donc d'inondations de maisons sur des terres agricoles. Donc là, c'était bien lié à des problématiques sur des parcelles agricoles. Donc ensuite, en 2010, il y a eu des réflexions dans le cadre de l'élaboration d'un PLUI et de la préservation du bocage, donc sur une des communautés de communes du futur territoire de la communauté d'agglomération. Il a été décidé du coup que tout arasement ou déplacement de haies devrait être soumis à déclaration préalable. Ça permettait du coup de préserver et d'avoir un suivi des haies qui étaient déplacées ou arasées, et donc en compensation des créations de haies. Et en parallèle, il y avait des inventaires bocagers qui étaient réalisés sur à peu près sur chaque commune du territoire pour avoir une connaissance de la présence des haies. Donc dans un premier temps, le technicien bocage de la communauté de communes accompagnait les exploitants dans uniquement les projets de compensation, donc dans le cadre de suppression. Il apportait des conseils sur la suppression de la haie, l'emplacement de la nouvelle haie. Donc avant, après, c'était uniquement entre guillemets une prestation de conseil.
Les premiers projets de plantation ensuite ont vu le jour entre 2011 et 2013, dans un premier temps au coup par coup. Les exploitants étaient suivis de la conception à la réalisation du projet de plantation. Donc c'était uniquement pareil, une prestation de suivi et d'aide pour la réalisation du projet, et la fédération de chasse finançait les plans. Et c'est qu'à partir de 2013 qu'il y a eu un programme d'élaborer sur plusieurs années de recomposition bocagère qui était financé par la région et l'agence de l'eau Seine-Normandie. Où là, du coup, Antoine vous présentera un peu plus en détail ce que c'est que notre programme de recomposition bocagère. Et donc, à partir de 2017, donc, il y a eu des fusions de 5 CDC. Aujourd'hui, on est sur un territoire à l'échelle de la communauté d'agglomération de 1500 km². Et donc, il y avait un besoin d'harmoniser tout ce qui était fait à l'échelle du territoire par les différentes communautés de communes. Et donc, c'est réellement que depuis 2017 qu'il y a quelque chose d'organisé au niveau du bocage. Et donc là, il y a une petite situation donc en 2017 où on voit effectivement le territoire de la communauté d'agglomération et les réalisations qui ont été faites jusqu'à maintenant. Donc la partie en verte qui est l'ancienne communauté de communes de Saint-James, où il y avait des réalisations uniquement sur ce secteur-là, et tout le reste du territoire de l'agglo, globalement, n'était pas traité, il n'y avait pas d'animation sur le bocage sur ce territoire-là. Et donc aujourd'hui, en 2020, on est 3 techniciens bocage à travailler à temps plein sur le territoire de l'agglo, donc pas uniquement sur le bassin de la Célune, mais principalement quand même. Et l'objectif, c'est à peu près d'avoir 30 km par an de réalisation de haies. Et du coup, donc la carte que vous voyez en dessous, ça montre un peu l'évolution entre 2017 et 2020. Du coup, c'est la situation en 2020. Donc, on a quand même déjà un peu plus de plantation de haies sur l'ensemble du territoire, mais il y a encore du travail à faire sur le reste du territoire. Du coup, Antoine va vous présenter les différents programmes de travaux du coup, qui nous permettent de réaliser des haies. Alors, il faut savoir que dans le service rivière et bocage, on mène plusieurs actions. Donc, c'est vrai que notre principale action, c'est l'animation de programmes qui sont subventionnés. Donc, aussi bien sur le territoire dans le cadre de la prévention de l'érosion des sols et de la filtration des eaux de ruissellement, et puis dans le cadre de projets d'agroforesterie. On a aussi une part de sensibilisation au grand public et de mise en place de commissions bocage. Donc, en ce qui concerne les animations de programmes subventionnés, on a 2 programmes principaux. Le premier qui est le programme de recomposition bocagère, donc PPRB, qui va se décliner en deux volets. Un volet anti-érosif classique et un volet plus trame verte et bleue. Et on a donc le programme livre plus pour l'agroforesterie. Je vais vous détailler ces programmes-là. Donc pour ce qui est du volet anti-érosif, il s'agit vraiment de réalisation de haies sur talus ou à plat dans une certaine mesure. Voilà, à condition que celle-ci ait un rôle anti-érosif, c'est la condition. Après, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de règles précises. On peut faire des haies doubles, des simples. Après, il faut prendre aussi en compte les contraintes ou les besoins des agriculteurs, donc faire des brise-vents, des mellifères, nectarifères, etc. Pour ce qui est des travaux qui sont subventionnés, donc il y a la réalisation de talus qui est pris en charge, la plantation d'essences bocagères et la pose de protection gibier, et aussi le paillage avec des copeaux de bois qui fait l'entretien des haies bocagères. On s'engage aussi à venir entretenir les jeunes haies 3 ans suite à la plantation, et puis voilà, s'il y a trop de plants morts, remplacer ce qui manque. Donc, tout ça, c'est entièrement financé à la fois par l'agence de l'eau Seine-Normandie, donc pour le côté Célune, et Loire-Bretagne pour la partie Couesnon du territoire. Il y a une part de la région Normandie, et donc le reste, c'est à charge de l'agglo. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun reste à charge pour le bénéficiaire. Donc ça, c'est quand même un programme qui est assez attirant pour le bénéficiaire.
Pour le volet trame verte et bleue, voilà, là l'idée c'est vraiment de reconnecter le maillage bocager sur le territoire. Et donc ça va consister à faire de la création de haies sur talus ou à plat, sans objectif anti-érosif. Donc ça va concerner pareil, les mêmes travaux, talus, plantation, paillage. Sauf que là, la condition, il faut vraiment que ce soit la création, c'est pas suite à une compensation due à un arrachage. Donc on demande à une création de tronçons de 100 mètres pour les à plat et de 50 mètres pour les sur talus. Là, cette fois, la subvention vient de la région Normandie ainsi que de l'agglo. Et toujours aucun reste à charge pour le bénéficiaire. Donc, à savoir que pour le PPRB, comme l'a dit ma collègue, on a un objectif de 10 km par an par technicien. Donc, voilà. Des illustrations. Donc, vous pouvez voir sur les images une haie. Sur la droite, par exemple, vous pouvez voir que c'est une haie qui doit avoir bien 1 an, je pense. Donc, on retrouve effectivement les gaines et tuteurs, ainsi que le paillage issu de l'association Ecobois qui s'occupe du paillage. Je sais pas, je précise, mais comme l'intervention précédente, on a les mêmes soucis, effectivement, de chevreuils, de vent, de mauvaises poses, etc. Bon, après, peut-être moins de dégâts au niveau des chevreuils. Je pense que ça doit s'estimer en termes de pertes. Souvent, sur les plantations de haies, on est entre 10 et 20% grand max. Mais on n'arrive pas à 80%. Sinon, donc pour le programme libre, ça va concerner plus la fourniture gratuite de plans lorsque voilà, les conditions du projet ne rentrent pas dans les programmes que j'ai présentés avant. Donc voilà. Ce qui reste à charge pour le bénéficiaire, c'est la réalisation de talus, s'il souhaite en faire un ou s'il doit en faire un dans le cadre d'une compensation. Et on peut s'occuper de lui livrer les protections gibier, mais voilà, il faut qu'il paie. On peut donner un petit coup de main à la plantation le jour J si vraiment l'agriculteur manque de bras. Et là, question aide financière, c'est la fac agroforesterie qui participe avec un coût au plan. Donc voilà un petit peu le territoire qui est découpé en 3, parce que, comme l'a dit ma collègue, on est actuellement 3 à l'agglo. Si je passe ensuite je vais vous expliquer un petit peu un projet type, comment ça fonctionne. Donc évidemment, la première étape, ça va être le démarchage, une réponse suite à un appel. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'appels des agriculteurs qui sont assez motivés parfois pour replanter quand ils ont vu nos offres à travers la communication qu'on effectue sur le territoire. Mais bon, dans le cadre d'un démarchage, la première étape, c'est évidemment on va cibler les communes qui sont prioritaires. Donc, ce sont celles qui ont des enjeux anti-érosifs très importants, notamment dus à la pente, à l'occupation du sol, à la taille des parcelles et à la proximité de cours d'eau. Tous ces enjeux-là font qu'on va cibler nos communes. Et ensuite, sur ces communes, on va effectuer un travail cartographique où on va identifier les emplacements où une haie serait favorable. À la suite de ça, on identifie les propriétaires des parcelles concernées, on va prendre contact avec eux pour prendre un rendez-vous. Donc, pour illustration, j'ai fait ce travail-là cartographique sur une des communes qui est Brouin, dans la vallée de la Cé. Voilà, ce que vous voyez en jaune, le linéaire, c'est le linéaire de haies qui a été inventorié en 2018. Donc voilà, Brouin, tout comme la vallée de la Cé, est assez préservé. Il faut dire, il y a quand même un bon linéaire de bocage présent. Mais c'est une commune qui est sujette à de fortes pentes et puis à la proximité de ruisseaux. Donc voilà, lors d'une présentation au conseil municipal, je leur ai exposé du coup ces cartes-là. C'est la carte que j'ai effectuée où voilà, là où il y avait les endroits avec les plus grandes parcelles et puis des cours à cette carte-là, où là vraiment la commune serait dans un maillage bien reconnecté, ce qui serait très intéressant pour éviter l'érosion des sols et donc améliorer la qualité de l'eau. Si c'est en bord de route, est-ce qu'il y a des fils téléphoniques à proximité, enfin tous ces points-là.
et surtout vérifier la validité du projet vis-à- -vis des conditions de chaque programme subventionné. Et ensuite, voilà, si tout se passe bien, on remet une convention aux bénéficiaires pour effectuer les travaux. La troisième étape, ça va concerner la préparation des travaux, où on va estimer le linéaire du projet, calculer le nombre et la nature des essences, et bien sûr programmer les dates de travaux, de talutage et de plantation pour cet hiver. La dernière étape, c'est évidemment, ce sont les travaux, et l'idée, voilà, c'est d'accompagner les entreprises sur le terrain, et puis, comme je vous ai expliqué précédemment, faire l'entretien des haies, plantation, et voilà, estimer le nombre de plants morts, et s'il y a trop perte, regarnir la haie si besoin. Donc, voici quelques illustrations. Vous pouvez voir une photo, si elle s'affiche. Voilà, une photo d'un talus tout frais qui a été effectué l'hiver dernier. Pour faire un talus, voilà, c'est une tractopelle de 19 tonnes qui va arriver sur la parcelle et qui va gratter vraiment la couche superficielle du sol. C'est vrai. Qui a été enlevé, qui montre à quel point voilà, c'est vraiment très très superficiel. Et reprise sur le talus, et vous pouvez voir le stagiaire qui est mis à l'œuvre. Pour l'entretien, ça consiste surtout à dégager la végétation de 30 cm du coin, histoire qu'il n'y ait pas de compétition entre les mauvaises herbes, entre guillemets, et puis les plants. Donc voilà. Je laisse ma collègue Amélie intervenir sur les freins à la plantation. Alors du coup, oui, sur tout ce qu'on vous a présenté, donc de manière générale, il n'y a pas, ça se passe plutôt bien. On plante quand même pas mal de bons linéaires de haies. Pour info, depuis 2013, on a eu à peu près un peu plus de 65 km de haies qui ont été plantées sur le territoire, donc quasiment 60 km de haies sur talus. Donc là, on est bien dans les critères de l'agence de l'eau du 20% maximum de haies à plat. On est principalement sur des haies sur talus, ce qui, contrairement au syndicat de la Dive, on est dans un secteur avec beaucoup de pentes et bocagers, donc la culture de la haie est principalement sur talus. Mais parfois, c'est difficile de négocier l'implantation de haies, même quand le rôle est vraiment avéré, le rôle anti-érosif est vraiment avéré. Souvent, les questions ou les remarques qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, ils ne savent pas comment tailler les arbres, ils ne savent pas non plus reconnaître les différents arbres et comment s'en occuper. Souvent, l'autre prétexte qu'on a, c'est allez, ça gêne mes cultures, ça me fait de l'ombre sur mes cultures, je ne vais pas savoir quoi faire du bois, moi je les ai enlevés il y a 15-20 ans, c'est pas pour planter. Du coup, on se rend compte qu'il y a vraiment des besoins, dans un premier temps, de sensibilisation sur les rôles de la haie. Il y a un besoin de développer la culture du bocage qui a disparu, qui était présente il y a quelques dizaines, peut-être 50 ans plutôt, de développer la culture du bocage. C'est aussi pour ça qu'à l'échelle de l'agglo, on est plusieurs techniciens, et le fait qu'on soit répartis sur tout le territoire, du coup, ça permet de sensibiliser de manière individuelle et collective sur les rôles de la haie. Et donc l'autre frein et l'autre levier qu'on peut avoir, où là on a encore des choses à faire, c'est qu'il y a une nécessité de développer la filière bois sur le territoire, et surtout de la faire connaître aux agriculteurs. Donc c'est là où on a un bon levier d'action à avoir, et où on ne maîtrise pas encore totalement la situation à ce sujet-là. Donc à l'avenir, il faudra axer un peu sur ces deux thématiques-là. Et donc on a terminé pour notre présentation. S'il y a des
questions, je pense que ça va suivre. Alors, je sais pas, Amélie, en fait, si de votre côté, est-ce que vous voyez toutes les questions qui sont posées ou pas? On voit des questions, mais les dernières dates de... Non, on ne doit pas tout voir, je pense. D'accord. Vous voyez peut-être seulement quand il y a une réponse, en fait. Les dernières questions datent de... Enfin, sont à midi et quelques, donc on n'a pas de... Donc, il y avait une question sur les clôtures piquet et fil. Est-ce qu'elle est financée? Est-ce qu'elle est financée? La clôture est financée par les financeurs. Dans le cadre de la réalisation de haies, non, les clôtures ne sont pas financées, donc c'est l'exploitant qui, s'il a besoin de mettre en place une clôture, c'est à sa charge. Et c'est pareil quand on installe, quand on met en place une haie, s'il y a déjà une clôture existante au niveau de la haie, avant les travaux, l'exploitant est chargé de retirer lui-même la clôture pour pouvoir installer la haie et puis la remettre derrière. Mais ce n'est pas pris en charge par l'AGO. Nous, par contre, effectivement, au syndicat, c'est pris en charge par les financeurs. Et donc, comme nous, en fait, j'ai répondu. Ah oui, comme j'ai répondu par écrit, donc les aménagements, c'est 100% financé à cause de la taxe GEMAPI qui est en cours sur plusieurs intercommunalités. Et donc, en fait, comme les financeurs financent à 80% les clôtures, on finance aussi les clôtures. Mais vu le contexte de la plaine céréalière, on l'a fait une fois et on n'a pas l'occasion d'en financer beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres. C'est pour les aménagements, faut-il mettre en place une DIG comme pour les travaux rivières? Question à la communauté d'agro. Sur l'histoire de la DIG, d'accord, il y a une question qui est posée par Delphine sur l'histoire de la DIG. Je n'ai pas de réponse, définitive à cette question. Si on peut s'en passer, ce serait une bonne chose. Sinon, ça va compliquer la mise en œuvre des programmes. Effectivement, pour l'instant, on ne fait pas de DIG sur ce programme. Il y a d'autres questions, c'est ça que c'est. Qui demande subvention de la région à 80% pour les haies à plat non anti-érosives. Est-ce que le dispositif de financement s'inscrit dans quel cadre? Donc en fait, c'est pas à 80% pour la région. Comme on a deux financeurs, le département et la région, en fait, on arrive à 80% avec les deux financeurs-là. Et en fait, si je comprends bien la question, en fait, nous, on le demande donc c'est dans l'appel à projet qui est investissement, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Investissement non productif. Investissement non productif de plantation de, je sais plus, de haies, enfin je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en fait c'est un appel à projet qui avait été passé en 2019 et je crois qu'ils vont le repasser aussi cette année. Question de Karl de la CDC de la Suisse normande pour Amélie et Antoine. Pour la réalisation des haies sur talus, quelle est la surface de sol et la profondeur de sol à retirer? Quelle hauteur de talus? Je sais pas. Est-ce que Amélie, vous avez entendu la question ou pas? On a à peu près. On n'entend pas très bien. Donc la question de Karl, c'était de savoir en gros quel est le ratio entre la profondeur de terre et largeur de terre qui est enlevée de la parcelle en fonction de la hauteur du talus. Est-ce que vous avez un peu un ratio profondeur, hauteur de talus, largeur, voilà, entre la terre mobilisée dans la parcelle et le talus lui-même? Non, on n'a pas réellement. C'est vrai qu'on n'a pas réellement de ratio. Alors, les talus qu'on réalise, c'est des talus hauts qui font en moyenne 80 cm de haut. Après, en fait, c'est variable parce que parfois la terre est prélevée que d'un côté du talus, parfois des deux côtés du talus.
Mais globalement, c'est sur de profondeur, c'est sur les statistiques administratives du sol, hein, je dirais. Après, c'est toujours variable selon les conditions des chantiers, mais on ne prend jamais très profondément. Et si on a la place pour le faire, on va prendre une bande plus importante, comme vous avez vu sur les illustrations. Plus on aura la place, plus on grattera de manière superficielle le sol. Ok. Je voyais effectivement aussi une remarque de Lucille Sampé de la FRQ20 qui disait qu'effectivement c'était important d'apporter un retour d'expérience auprès des exploitants en termes de coûts, de matériel, de disponibilité du matériel. Et effectivement, de ce côté-là, la Fédération régionale des CUMA travaille bien sur ce sujet. Effectivement, a vocation à renforcer, on va dire, son dispositif d'accompagnement sur tout ce côté un peu post-plantation, justement, et valorisation des. Dernière question, peut-être. Ouais, réalisez-vous des plantations. En fait, il y a réalisez-vous des plantations de ripisylves dans le cadre du programme anti-érosive. Donc, en fait, nous, on ne réalise pas de plantation de ripisylves dans ce programme-là. C'est vraiment les haies qui sont beaucoup plus loin sur les versants ou sur les plateaux, mais pas le long des cours d'eau. Est-ce que Amélie, de votre côté, vous faites ça? Eh ben, ça va être la même chose pour nous, sachant que nous, à l'aglo, on a un côté rivière aussi, puisqu'on a 4 techniciens de rivière. Donc, si jamais il y a des ripisylves à créer, c'est directement par le biais des programmes de cours d'eau. Mais dans le cadre de nos programmes de plantation de haies, on ne travaille pas sur les ripisylves. C'est vraiment, comme Mélanie, plus sur le bassin versant et pas en ripisylve. Oui. J'ai profité juste de la remarque, enfin de la question sur l'histoire, on va dire justement un petit peu de la ripisylve, les plantations, on va dire, ou lien avec la plantation de haies. Vous le verrez dans le cadre du guide, on a bien voulu absolument complètement distinguer la notion de haie et de ripisylve. Dans le sens où effectivement, si on pourrait assimiler un peu facilement les deux en termes de morphologie, parce qu'on a un boisement linéaire en limite de parcelle. Ceci dit, on considère que on va dire les modalités de gestion qui peuvent être pratiquées sur les, par contre, ne sont pas du tout applicables, ne devraient pas en tout cas être appliquées au ripisylve. Et donc, de ce côté-là, on va dire, si on parle d'un strict point de vue on va dire, des hypothèses de valorisation, c'est important de bien complètement distinguer la notion de ripisylve de la notion de la notion de haie. Sur ce volet d'entretien et de valorisation qu'il ne faut pas envisager. Disons que ça va être quelque chose sur la ripisylve, il peut y avoir de la valorisation éventuellement du bois, mais je dirais que ce n'est pas la finalité, ce sera plutôt je dirais la conséquence de travaux éventuellement d'entretien sur la végétation. Mais on ne peut pas envisager quelque chose d'aussi intensif en termes de coupe que ce qu'on peut trouver sur une gestion de haies, même quand c'est une gestion de haies qui est bien faite, qui est bien gérée, on va dire dans les règles et même dans les règles de type labellisation. Il ne faut pas envisager ce type de gestion en bord de cours d'eau, surtout dans des zones, on va dire, sur des têtes de bassin avec des petits cours d'eau qui vont être vite rapidement fragilisés s'il y a des coupes trop importantes de végétation sur les berges. Voilà. Il y avait juste une question. Il y avait une question sur les mélanges pour les bandes enherbées, les espèces herbacées pour les bandes enherbées anti-érosives. Est-ce que vous avez déjà mis en place ça, Mélanie, je crois? Je te laisse répondre.
Donc en fait, on a testé, justement, en plus on avait demandé de l'aide à Cédric pour choisir les essences. Donc l'année dernière, en fait, on en a fait quelques-unes et on a testé 2 semis différents. Un avec un nombre d'espèces assez importante, voilà, qui était plus de 20. Avec en plus, c'était des essences vraiment bio et tout. Et puis un autre un peu plus classique avec 5 espèces. Donc en fait, il y avait un mélange de différentes espèces. Alors comme ça, de tête, je sais qu'il y avait 2 graminées, dont une type fétuque qu'on avait choisi parce que justement pour bien retenir le sol, voilà, le sol. Et puis aussi d'autres espèces avec des fleurs, donc comme le lotier, je crois. Et puis il y avait du trèfle aussi. Enfin, voilà, il y avait 5 espèces. Et puis alors l'idée, c'était aussi surtout de pas être sur de l'espèce annuelle, mais de la vivace, pour que voilà, il n'y ait pas besoin de refaire la bande enherbée tous les ans et que voilà, elle se maintienne dans le temps. Voilà. Alors sur ce sujet-là aussi, dans le guide et dans les annexes numériques, on a mis un tableau avec différentes espèces, avec un peu leurs propriétés, leur floraison, etc., qui peuvent permettre d'aider à constituer les mélanges de graines. On a essayé de sélectionner des espèces, pas tellement par rapport à un côté strictement anti-érosif, mais aussi par rapport à des espèces qui ne seraient pas susceptibles de poser des problèmes par rapport aux cultures. Pas avoir un caractère qui pourrait venir envahir trop la culture. Donc vous avez un tableau dans les annexes qui peut vous aider à constituer vos mélanges. Après, il y a aussi l'AREAS qui vient de travailler beaucoup sur ce sujet, qui aujourd'hui même propose et a testé les mises en place de bandes enherbées vraiment anti-érosives à base de carex notamment, avec quelque chose des plantations très denses. Alors, je pense qu'on est un peu moins sur du mélange, mais par contre, techniquement, ça a l'air aussi d'être quelque chose d'intéressant sur les secteurs où on ne peut pas faire notamment de plantation ou de talus. Il y a peut-être des choses qui peuvent être créées de ce côté-là. Oui, bien sûr, il y avait une remarque sur l'aspect gestion et habitat. Évidemment que je dirais, il y a des choses aussi à prendre en compte sur la haie, je dirais, tout comme la ripisylve d'un point de vue environnemental. Mais je dirais après, de ce côté-là, ce qu'il faut aussi, c'est que la haie, je dirais, puisse trouver sa place dans la valorisation économique. Et s'il n'y a pas de valorisation, malheureusement, on aura beaucoup plus de mal à l'implanter. Donc, il faut aussi trouver le bon équilibre et pas mettre trop de freins qui pourraient ralentir son implantation. Je vais passer la parole maintenant à notre troisième intervenant en termes de retour d'expérience, qui est Martin. Donc, Martin, je vais te mettre comme présentateur. Voilà, Martin, normalement, tu as la parole maintenant. Tu peux commencer ta présentation. Ouais, ok. Donc bonjour à tous. Donc voilà, moi je vais vous présenter donc le plan de gestion de haies, donc de haies d'agroforesterie et la réactualisation donc d'une politique locale sur le territoire donc du parc des Marais du Cotentin. Voilà. Donc en première partie, je vais vous présenter mon territoire d'action, les différentes plantations de haies et d'agroforesterie qu'on réalise, les plans de gestion du bocage. Excuse-moi, Martin, je pense Dis-moi. que tu n'as pas dû partager ton écran parce que je ne vois pas la présentation, donc tu n'as pas dû le faire en partage d'écran. Je vais vous présenter donc
voilà quoi. Donc, le bocage, le plan de gestion de haies d'agroforesterie, réactualisation, pardon, d'une politique locale sur le territoire donc des marais du Cotentin, et du Bessin. Alors, en 2017, donc, le conseil départemental de la Manche donc, a lancé donc, la politique donc, en fait, de la haie à la chaudière. Donc, en fait, c'est sur 5 ans, le but, donc, en fait, c'est de replanter des haies, de gérer des haies, de gérer des haies durablement. Voilà un petit peu. Donc, ça, c'est le conseil départemental de la Manche. Donc, en première partie, je vais vous présenter mon territoire d'action. En seconde partie, différentes plantations de haies et d'agroforesterie qui ont été réalisées donc, sur le territoire du parc. La réalisation de plans de gestion du bocage, donc les PGB. Et pour terminer, donc l'animation de 2 commissions de bocage, donc sur 2 intercommunalités. Donc, un petit peu en rappel donc, du territoire d'action. Donc, pour vous situer, le parc se situe donc à côté de la commune de Carentan. Donc, c'est dans le virage entre Bayeux et Cherbourg. Donc, voilà, on a la chance dans la Manche d'être dans le département le plus bocagé de France, avec quand même 55 000 km de haies champêtres, dont la grande majorité sont quand même des haies sur talus. Ces 20 dernières années, il y a quand même 20 000 km de haies qui ont disparu. Donc, mon territoire d'action, donc c'est les 2 intercommunalités. Donc, en vert, la côte ouest Centre-Manche et en jaune, donc la baie du Cotentin. Donc, ces 2 intercommunalités, ça représente à peu près une surface de 95 000 hectares. Donc, l'agriculture sur ce territoire-là, c'est très axé sur de l'élevage bovin-lait. Donc, Excuse-moi, Martin. Oui, dis-moi. En fait, de notre côté, on va dire le diaporama, c'est toujours que la diapo 1. Ça n'a pas changé ouais. Là, écoute, et là, si je reste comme ça, c'est bon ou pas? C'est bon, là, on est sur la diapo 3. Écoute, je comprends pas, il y a un problème. Attends, si je te fais ça, est-ce que ça fonctionne là? Vous l'avez comment, vous, de votre côté? Vous l'avez en plein écran? Non, ça n'a pas changé, ça n'a pas eu d'effet. Écoute, je comprends pas trop. Bon, désolé, je vais rester tu les comme ça. sélectionnes une par une, c'est bon en fait. D'accord. Écoute, je vais procéder comme ça. Donc, Okay. donc, comme je vous disais, donc on a la chance d'être dans le département le plus bocagé de France, avec quand même 55 000 km de haies. Malheureusement, ces 20 dernières années, c'est quand même pas loin de 20 000 km de haies qui ont disparu. Donc, mon territoire d'action, donc ça concerne en fait les 2 intercommunalités. Donc, en vert, la côte ouest Centre-Manche, et en jaune, donc en fait. Donc en vert, pardon, la côte ouest Centre-Manche, en jaune, donc en fait, baie du Cotentin. Donc ces 2 intercommunalités, ça représente quand même 95 000 hectares. L'agriculture majoritaire, donc voilà. Donc l'agriculture majoritaire, en fait, c'est des bovins laits. On retrouve quand même pas mal de maïs et pas mal de blé aussi, quand même, sur le territoire. En fait, beaucoup de mortalité. Donc, faut savoir que l'orme, ça composait quand même, sur les OG, l'orme, ça représentait quasiment 70 voire 80% en fait des OG, donc en fait dans le bocage. En bas à droite, là, sur l'écran, donc ça c'est un petit peu les haies typiques de la Manche, voilà. Donc, et la maille bocagère, à peu près de 110 mètres de haies, voilà, en fait, par hectare, sur le territoire du parc. Donc, mon travail en fait consiste donc à la réalisation en fait de plantation de haies champêtres et donc d'agroforesterie, donc chez les exploitants, les particuliers et les collectivités. Il faut savoir qu'à peu près 80% des plantations en fait c'est des haies sur talus, donc ce qui est quand même très très important. On teste également nous sur le parc donc des essences expérimentales d'un point de vue changement climatique. Donc l'hiver 2019, on a planté 55 et cet hiver, on va en planter à peu près 450. Donc c'est des essences comme le févier d'Amérique, l'érable de Montpellier, le tulipier de Virginie, on plante du cormier, de l'alisier blanc, voilà, donc il y a différentes essences qui ne sont pas forcément propres à nos régions.
On teste également donc en fait des essences fourragères. Donc on les intercale en fait sur les lignes d'agroforesterie. Donc ces essences-là, en fait, ce sont des essences qui sont destinées donc à être consommées en fait par les vaches laitières. On peut retrouver du noisetier, du mûrier blanc, de l'orme, de l'aulne de Corse. Enfin, voilà quoi, différentes essences en fait qui vont avoir. Donc en fait, le principe c'est qu'il y a des apports en protéines, en azote, en minéraux, voilà. Donc, qui sont très très intéressants. Donc dans la ration des vaches laitières, pardon. Donc l'hiver 2019-2020, donc par le biais donc de l'aide en fait du conseil départemental, donc on a planté 6 km de haies et à peu près donc 150 arbres en agroforesterie. Sur l'hiver 2020-2021, donc les plantations n'ont pas encore commencé, mais là cet hiver on va être à 14,2 km de haies et 500 arbres donc en agroforesterie et 305 arbres donc en fait fourragers. Donc les subventions départementales donc subventionnent entre 85 et 90% donc des travaux, que ce soit le terrassement, les plantations, les fournitures de plantation et l'entretien de la première année. Et les subventions régionales donc que l'on a demandé cet hiver, c'est c'est la même chose. Donc, ce qui est pas mal, c'est que c'est bien équitable. Donc, voilà un petit peu pour les plantations. Concernant donc les PGB, le but, donc en fait les PGB pardon, sont subventionnés à 100% par le conseil départemental de la Manche. Donc le but en fait c'est de rédiger donc ça se passe en gros ce document-là, donc c'est un document qui permet donc à l'exploitant donc de savoir les différents travaux donc d'entretien, de replantation donc qui sont à réaliser sur ces haies. Le but c'est d'avoir une gestion durable et puis pérenne des haies. Ce plan de gestion, donc, on le réalise sur une durée à peu près de 10-15 ans. Donc, au bout de 10-15 ans, il y a donc, en fait son renouvellement. Et le PNR développe aussi donc, la filière Boénergie. Et donc, on va rechercher des sites d'implantation. Par contre, cette mission-là, donc en fait, cette mission-là, c'est un collègue en fait qui va s'en occuper. Voilà. Un petit peu pour vous donner un exemple, les haies de la Manche, on est à peu près à 20-25 mètres cubes de bois au 100 mètres. Et donc les rotations, c'est du 15-20 ans. Donc c'est l'exploitation mécanique, broyage mécanique. Et donc en termes de débouchés, donc il y a des exploitants qui l'utilisent en termes en fait de chauffage, le paillage donc en fait pour les nouvelles plantations et le paillage animal. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là sur l'image. Donc ça c'est le document que l'on utilise donc en fait nous. Là c'est notre document en fait pour les plans de gestion. Donc c'est un document donc qui reprend l'ensemble des informations donc en fait de l'exploitant. Ça c'est une cartographie avec l'ensemble de haies, donc avec les numéros de haies, voilà. Et donc voilà quoi. Ça c'est les tableaux donc au niveau de l'entretien et de la replantation, voilà. Et dernier point, donc l'animation en fait de 2 commissions bocage, donc sur la COCM et la CCDC. Donc la mise en route est relativement récente, donc ça date de mars 2020. Donc on travaille avec les élus et les agriculteurs. Donc par chance, il y a 2 PLUI qui avaient déjà été faits donc sur les 2 communautés de communes. Le but c'est vraiment de restaurer cette trame verte et cette trame bleue. Donc voilà, donc la fonctionnalité, la collectivité en fait du maillage bocager. Et le but, le but ultime, disons qu'en fait, il y a des haies qui ont déjà été classées dans les PLUI, mais le but, voilà. Donc c'est si possible en fait d'en classer d'autres. Voilà, donc avec la porte d'entrée concernant en fait l'érosion et le ruissellement. Voilà un petit peu, mais bon, voilà, c'est vrai que pour ça, on n'a pas trop avancé depuis mars 2020, parce que c'est vrai qu'avec la Covid, c'était pas facile d'avancer. Voilà un petit peu de mon côté, j'arrive à la fin de ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions ou voilà. Peut-être Je savais que j'avais 10-15 minutes, donc c'est vrai que j'ai fait un petit peu rapide, peut-être. Je ne sais pas trop ce que tu en penses. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je vois une question sur des
des linéaires de haies de Jérémy Goubert Oui. présentés, mais je pense que je ne sais pas si la question s'adressait à, Que moi, je vois pas les questions. à Amélie et Antoine sur Avranches ou Ah. si c'était toi. Il y avait, la question était, est-ce qu'il y a une distinction faite dans les linéaires présentés entre les haies, on va dire, créées à partir de rien ou qui sont des regarnissages? Ah oui, en termes de restauration, je dirais que en termes de, création, on doit être à 65-70% et restauration à peu près 30%, quoi. Voilà, à peu près en termes en fait, de restauration. C'est vrai qu'il y a pas mal en fait de création, mais de la restauration aussi. Voilà, c'est à peu près 70-30%, quoi. Voilà, à peu près, pour donner un ordre d'idée. Ok, je vais donner la parole à Antoine s'il y a une question là-dessus sur la distinction des types de linéaires de présentés entre ce qui vient de la création même, qui est du regarnissage. Oui, nous, à l'aglo, en tout cas, on distingue vraiment la création de haies sur talus à plat et le regarnissage, qui est vraiment quelque chose à part. Et non, on le distingue bien. Après, je n'ai pas vraiment de chiffre en tête de savoir quelle part ça représente. C'est bien souvent, ça reste assez négligeable par rapport à la création de haies sur talus. Mais vu nos programmes, effectivement, on essaie quand même de favoriser les haies sur talus et c'est notre plus grosse part de création. Mais voilà, le regarnissage en fait partie et on le distingue bien du reste. Alors, il y avait une question, alors je pense que ça s'adressait cette fois aussi à Martin, de la part d'Isabelle Legrand, de l'Agence de l'eau. Quel est le lien y a-t-il sur le territoire entre l'action bocage qui est menée et les techniciens en poste? Techniciens rivière, pardon, en poste. Est-ce que tu es toujours là, Martin? Oui. Oui, ok. Je ne savais pas si tu m'entendais encore. Ah, oui. Donc, alors, moi, sur la CCBDC, donc sur la baie du Cotentin, il n'y a pas de technicien rivière. Par contre, sur la Seine, donc en fait, il y a 2 techniciens rivière. Donc, ils sont présents là à la réunion. Donc, il y a Jérémy Goubert et le deuxième nom, je m'en excuse, donc Julien Andelin. Voilà. Donc, ça, c'est les 2 techniciens rivière. Donc, voilà, quoi. Sur la côte ouest, en fait, Centre-Manche. Voilà. Et est-ce que vous avez l'occasion d'échanger tous les trois sur les programmes de travaux, de faire un lien, je ne sais pas, par rapport aux exploitants ou des choses comme ça? Alors, c'est vrai qu'on en discute un petit peu, notamment là, sur la commission bocage, on va pas mal en parler ensemble. Et moi, à chaque saison de plantation, en fait, donc moi, j'envoie en fait un petit rapport avec voilà, quoi, donc les différents exploitants, les linéaires de haies, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on s'est quand même bien informé. Et si jamais en fait, il y a des gros problèmes d'arrachage ou autre, c'est vrai, voilà, je pense qu'on sera amené en fait à bien en échanger, quoi. Voilà, un petit peu. D'accord. Oui, C'est vrai que j'ai un territoire qui fait 95 000 hectares, donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de surface finalement. Vous avez peut-être pas eu beaucoup d'occasions, peut-être encore, peut-être de vous rencontrer. Si, Oui. on s'est déjà vu. Moi, je suis arrivé en septembre 2019, donc on s'est déjà vu plusieurs fois. Mais bon, ouais, je pense qu'on s'est vu peut-être 3-4 fois depuis le début, quoi, à peu près. Mais bon, c'est vrai qu'on échange par mail et autres. Non, mais bon, voilà, quoi. Je pense que si jamais un jour, il y a des gros problèmes, voilà, quoi, je pense qu'on trouvera en fait des solutions. Voilà un petit peu. D'accord. Il y avait une question, alors là, elle est très générique, je pense qu'elle s'adresse aussi bien à Antoine, Amélie que toi, Martin. Oui. Quels sont les freins rencontrés dans la démarche avec les exploitants? Les principaux. Ouais, les principaux freins, quoi. Quels sont
les objections, les arguments qui font que peut-être voilà, sur ton territoire et puis après sur celui d'Amélie, mais je crois qu'Amélie en a parlé ou Antoine Ouais, en c'est a vrai que moi, parlé les tout à l'heure. freins sont Qu'est-ce qui un fait que petit ça passe pas? peu. Oui, enfin, ben, moi, les freins sont un petit peu les mêmes. Enfin, ben, voilà, quoi. C'est vrai que ça rejoint en fait ben, les mêmes freins qu'Amélie et puis Antoine, hein. C'est vrai que, voilà, quoi. Disons que nous, c'est pas mal d'élevage quand même. Donc, finalement, en fait, la haie joue un rôle qui est quand même très, très important, quoi. Donc, c'est vrai que les exploitants, ben, c'est vrai qu'ils en remettent pas mal quand même, hein. Il n'y a pas trop de problèmes. Ouais. Si, peut-être plus le long de parcelles en maïs, quoi. Mais bon, c'est vrai que voilà, après, c'est juste. Bah, les freins sont à peu près les mêmes, hein. Je pense que c'est un petit peu partout pareil, hein, finalement. À titre de curiosité, est-ce que justement dans ton secteur d'élevage, Oui. est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par la plantation dans un côté, comment dire, protection du bétail, le mettre à l'abri le protéger un peu des intempéries, des choses comme ça, quoi, l'ombrage, Mais il est vrai, protection? ben, il est vrai que ça, c'est bah, disons, que pour la majorité en fait, ben, des exploitants, enfin, ben, c'est vraiment en fait, ben, la porte d'entrée quoi, pour replanter, hein, vraiment. Ben, c'est vrai que nous, il y a la mer qui est pas très loin en fait, ben, de part et d'autre, donc c'est vrai que le vent, c'est assez violent. Voilà, donc il y a pas mal de vent, pas mal de pluie aussi, donc voilà, quoi, c'est un petit peu en fait ben, la porte d'entrée principale souvent, hein. Je dirais que dans 85-90% du temps, en fait, ben, c'est la porte d'entrée. Voilà. Ok. Il y avait aussi alors, une dernière question sur Oui. l'aspect, sur les assolements. Comment vous gérez les assolements sur la partie grattée pour créer le talus? Est-ce que cela pose problème vis-à-vis des aides PAC et comment se passe l'approche du sujet avec l'exploitant? Alors, je ne sais pas, Martin, si tu Bah, as… moi, de mon côté, 95% des plantations, c'est sur des parcelles en herbe, donc c'est vrai qu'on n'est pas trop embêté, hein. Voilà, c'est vrai que nous, sur les assolements, on n'est pas trop embêté. Euh, Et Antoine, de votre côté, est-ce qu'il y a une question qui se pose en termes d'assolement sur les zones grattées pour le talus ou pas? Ou est-ce que simplement la zone grattée revient, on va dire, en même situation, je dirais, et traitée après comme le reste de la parcelle d'un bloc? Est-ce que, Antoine, tu es toujours là ou pas? Ah non. Amélie, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de micro. Eh bien, il n'y aura pas de réponse du côté d'Avranches. Écoutez, bon, alors on va passer aussi maintenant à la… Merci Martin. ben, On va passer à la dernière présentation de cette matinée. ok. J'arrête le partage alors. Ouais, tu peux arrêter. Merci. Merci Martin. Donc, la dernière présentation de la matinée, c'est Romain Debré qui va nous présenter l'Agence normande pour la biodiversité et le développement durable. Et je te remercie, Romain. Je vais te donner la présentation. Voilà, je t'ai donné la présentation, Romain. Par contre, je pense que ton micro n'est pas activé. Donc très rapidement, hein, l'Agence normande de la biodiversité, donc on a été en plus inauguré très récemment, la création date de 2020. On a 22 membres fondateurs, enfin 24 membres fondateurs. La slide n'est pas à jour puisque on a la communauté d'agglomération Scanner et la CAS qui viennent de devenir membres adhérents, membres fondateurs de l'agence. Donc il faudrait que je refasse celui-ci. Et pour vous dire que c'est une structure multi-partenariale composée de services de l'État, de la région et 5 départements, les principales collectivités de la région Normandie et un certain nombre d'acteurs associatifs, publics, privés, etc. Je vous passe les détails de tout ça. Globalement, la structure donc, est scindée en deux pôles. Il y a d'un côté l'Agence normande de la biodiversité et également l'Agence normande du développement durable. Moi, je vais plutôt vous parler de l'Agence de la biodiversité dont j'assure la responsabilité, qu'on a structuré en trois pôles que vous voyez à l'écran, le pôle connaissance, reconquête et valorisation. Alors, le pôle connaissance, concrètement, ce qu'on va proposer aux différents acteurs du territoire, c'est d'un côté la mutualisation des données de biodiversité à l'échelle de la région.
via notre plateforme Odin, qui est le SINP régional, Système d'information nature et paysage, dans lequel on tente de collecter, harmoniser et valider scientifiquement l'ensemble des données naturalistes produites sur des fonds publics en région au sein de cet outil-là et qui sont produites par un certain nombre d'acteurs locaux, d'acteurs associatifs de l'État. L'autre mission de ce pôle, c'est de pouvoir produire des outils d'aide à la décision préalable à des travaux de reconquête, donc notamment de produire des indicateurs sur la biodiversité en région avec différents niveaux d'indicateurs, des indicateurs toujours sur le prisme état, pression, menace, et des indicateurs qui vont se faire par groupe, par exemple. Donc, vous en voyez certains là à l'écran, certains sur les amphibiens, les oiseaux migrateurs, la fleur, etc. Donc, des indicateurs d'état de ce type-là pour savoir où on en est en région sur ces sujets. Des indicateurs aussi au niveau plus transversaux sur l'artificialisation des sols, sur des choses comme ça au niveau régional, qui sont déclinaisons d'indicateurs nationaux. Et tous ces jeux d'indicateurs, ce sera le troisième volet, des indicateurs qu'on va territorialiser à l'échelle, enfin qu'on territorialise à l'échelle des EPCI pour être plus près de la prise de décision et d'orienter les décisions localement. L'idée pour nous via ce pôle est de pouvoir faire des liens avec les ensembles des autres pôles de l'agence pour pouvoir partir de cette donnée très scientifique, naturaliste, etc., et de l'emmener vers un peu plus de vulgarisation auprès des décideurs locaux et à terme aussi du plus grand public. Donc cette vulgarisation-là se passe en 3 temps. Là, je vous prends un exemple d'une publication qu'on a fait sur les migrateurs avec le GON. Donc l'étape 1 qui est la fiche en tant que telle qu'on va sortir, donc plutôt pour un public de professionnels là, de l'environnement, de gestionnaires d'espaces naturels, des choses comme ça. Premier niveau de vulgarisation se fait sur notre site internet. On va écrémer et retenir l'essentiel, et là, on s'adresse plutôt pour un public d'agents et d'élus de collectivités. Et le dernier, c'est tous les posts qu'on peut diffuser sur nos réseaux et les réseaux sociaux à un rythme d'un par semaine. L'idée, c'est de sortir un indicateur clé de la biodiversité normande chaque semaine, d'où le terme biodivebdo. Et donc, chaque fiche donne en moyenne lieu à 4 posts de ce type-là qui sont très suivis. C'est l'ensemble de ces formats-là, en fait, donc là, je vous en passe quelques-uns. La fiche, la valorisation web et la vulgarisation réseaux sociaux, c'est ce package-là qu'on va territorialiser à l'échelle des EPCI. Donc voilà, ça ressemble à ça, très simplement. On essaie d'y mettre un peu d'humour quand c'est possible. Ça contribue à la viralité de ces postes-là qui sont très, très suivis. Enfin, on est nous-mêmes surpris, c'est assez bien relayé en région. Le chantier 2020 et également 2021 va être la publication pour nous des premières listes rouges régionales à l'échelle de la Normandie réunifiée du coup. Donc on a 4 listes rouges qui sont en cours de travail là chez nous, une sur les rhopalocères, une sur les orthoptères, une oiseau-nicheur et une sur les reptiles. Et on en aura 4 également en 2021. 3 groupes à peu près arrêtés, il nous en reste encore un à définir. Donc là, les chantiers sont engagés et vous serez destinataire donc pour les listes rouges qui sont en cours. On espère bien pouvoir les publier dans le premier semestre 2021 et les 4 qu'on lancera en 2021 seront publiés en fin d'année prochaine. Donc là, des documents qui vont faire référence sur ces sujets et identifier tous les statuts de menace des différentes espèces en Normandie là, pour les 10 ans à venir. Donc à ce sujet, d'ailleurs, on en profite. Si vous possédez des données sur un ou plusieurs groupes qui sont concernés par ces travaux-là qu'on a engagés et que vous souhaitez qu'ils soient utilisés, valorisés dans le cadre de cette étude d'intérêt régional, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, je vous invite à aller sur notre site internet. Vous aurez les contacts de tous les chargés de mission en lien avec les différents projets que je vais pouvoir vous présenter là ce midi. Et enfin, donc ça, ce sera valable pour l'ensemble des réseaux que je vous présenterai. On a cette animation de réseau d'acteurs, toutes les structures qui le composent pour pouvoir harmoniser les travaux en cours et définir des chantiers communs. Le pôle, alors je vous passe pas tout en détail, j'essaie de faire très très rapide. Le pôle reconquête, donc là, on va plutôt avoir des missions d'animation de réseau avec différents chargés de mission pour des publics cibles très différents. Le premier étant le réseau des collectivités qu'on anime, ou des territoires, quelle que soit leur échelle, quel que soit leur niveau
départ en termes de mobilisation sur la biodiversité. On anime ce réseau et on leur apporte un certain nombre d'outils et de conseils pour ces territoires qui sont engagés dans des démarches territoriales en faveur de la biodiversité. Donc, le dispositif que vous voyez à l'écran, TEN, Territoire engagé pour la nature, en est un. Il y a un collectif régional qui est composé de l'ADREAL, de l'OFB de la région et des 2 agences de l'eau. Et donc, on lance chaque année un appel à projet à destination des collectivités. Nous, sur la mise en œuvre d'un programme d'action pour les 3 ans à venir. Donc, on a un appel à reconnaissance tous les ans. L'année dernière, on a eu 18 lauréats. Cette année, là, le jury est en train de se regrouper et de statuer sur les dossiers. On devrait avoir, malgré le confinement, quand même entre 10 et 15 dossiers, 10 ou 15 lauréats cette année. Et donc, l'idée de notre accompagnement, à chaque fois, c'est bien de renvoyer vers les financements qui existent en région, les financeurs et les structures qui peuvent apporter appui et conseil aux différentes étapes clés d'avancement. Pour ce réseau-là, et ça je vais le dire pour tout de suite, mais ce sera valable pour tous les autres réseaux, à chaque fois quand on dit animation de réseau, c'est-à-dire des rencontres régionales, c'est-à-dire des sessions plutôt techniques, des ateliers techniques, des formations, des visites de sites, pas mal d'études ou d'ouvrages qui peuvent être produits et pas mal d'outils spécifiques sur lesquels je ferai un focus sur certains. Le réseau des gestionnaires d'espaces naturels également qu'on anime, la CATER en fait partie du coup, donc elle pourra relayer un certain nombre d'infos qu'on diffusera au sein de ce réseau pour ceux et celles qui ne peuvent pas y participer en tant que tel, mais donc, du coup, on s'était déjà rencontré avec la CATER encore. Les RN, les réserves naturelles régionales, les ENS, etc., etc. Pour ce réseau en particulier, si on devait focaliser sur les outils spécifiques qu'on peut mettre à disposition, donc celui-ci, c'est assez récent. On a actuellement sur notre site internet une plateforme d'échange de matériel qui vient d'être lancée. Donc, on a créé un peu le bon coin des gestionnaires d'espaces naturels. L'idée étant que chaque structure pourrait se prêter, se donner, etc., du matériel qui ne sert pas ou peu, ou qui ne sert plus. Ça peut être du cheptel pour du pâturage extensif, ça peut être du matériel scientifique pour des inventaires, des choses comme ça. Donc, ne pas hésiter, vous pouvez également en être les utilisateurs. Donc, vous allez retrouver ça sur notre site internet. Vous pouvez consulter les annonces qui sont présentes. Bon, je ne vous cache pas que pour le moment, il n'y en a pas encore, on l'a lancé il y a quelques jours. Donc, ça va s'alimenter au fur et à mesure. Donc ça, c'est en cours. Et l'année prochaine, on va travailler sur le même format pour créer une plateforme d'échange de compétences. Dans quelle mesure on peut s'échanger une sorte on ne connaît pas encore le format, parce qu'on va travailler dessus. Mais idéalement, pour nous, on aimerait tomber sur un format d'échange de temps de travail entre structures sur comment s'échanger 1 heure d'un ornitho contre 1 heure d'un botaniste, des choses comme ça. Donc, on essaie de partir sur des actions assez opérationnelles qui sont le fruit de demandes formulées par ces animateurs d'espaces naturels. Donc, pour chaque réseau, des lettres d'information, là, c'est pareil, je vous passe les détails sur lesquels on est en mesure, nous, en interne, on fournit toute une veille technique, documentaire, financière aussi, sur toutes les aides publiques et aussi privées qui peuvent exister. Et donc, pour chaque réseau d'acteurs qu'on anime, toute cette veille, on la met à disposition au sein d'une lettre qu'on diffuse dans notre réseau. La plateforme d'échange, je viens d'en parler, donc ça passe très vite. On la voit en photo sur le bas d'écran, donc on pourrait la voir après. Système de filtre par département ou par type de matériel que l'on cherche. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour d'ici quelques semaines. À chaque fois, je disais, pour nos réseaux, ce sont des temps techniques qui sont programmés. Donc là, forcément, entre le confinement saison 1 et le confinement saison 2 qui vient d'arriver, les ateliers, en général, on prenne un petit coup dans l'aile. Mais l'idée, c'est d'avoir des formats assez courts, des demi-journées, sur des thèmes assez précis. Donc, beaucoup d'ateliers techniques à destination des collectivités. Et quelques-uns à destination, là maintenant, de plus en plus des gestionnaires d'espaces naturels. Donc, ça peut être notamment lié à comment aller capter des financements européens, des choses comme ça. Donc, ça, au fur et à mesure, l'agenda est en ligne et actualisé sur notre site. Pareil, n'hésitez pas à y jeter un œil de temps en temps. On anime également un réseau d'acteurs, donc là, qui est moins public, qui est plus un réseau de travail vraiment entre acteurs de la trame verte et bleue en région. Donc, c'est toutes les structures qui peuvent apporter appui, conseil sur cette notion de continuité écologique. Et là, on est plus à fournir
des contenus et des outils à disposition de ces acteurs plutôt que les collectivités en elles-mêmes. Donc, on a été amené à produire, par exemple, un module de formation sur l'intégration de la trame verte et bleue dans les PLUI. Donc ça, sachez que ça existe, qu'on peut le délivrer auprès de PCI auxquels vous auriez éventuellement des contacts et qui souhaitent à travailler sur ces sujets-là. On peut délivrer cette formation-là à deux voix avec d'autres structures du réseau des acteurs de la trame verte et bleue avec qui on a pu concevoir ce module, dont la CATER notamment. Donc ça, c'est des choses qui sont envisageables. Au sein de ce réseau trame verte et bleue, aujourd'hui, on a un gros travail qui est engagé sur les trames noires, les trames nocturnes et l'extinction de l'éclairage artificiel la nuit. Donc ça, pareil, je passe les détails, mais on a pas mal de sujets qui sont engagés là-dessus. On a commencé, on va développer plutôt l'année prochaine, renforcer l'année prochaine la question des entreprises avec le dispositif entreprise engagée pour la nature, sur le même modèle que territoire engagé pour la nature. Là, certainement avec une approche par filière. On a des filières qui nous ont sollicité ou avec lesquelles on a pu avoir des contacts déjà par le passé. Et donc, de voir comment on peut les aider à construire des référentiels pour intégrer la biodiversité dans leurs pratiques. Donc là, notamment, on a été sollicité par la filière logistique ou encore la filière équine en Normandie. Donc, on va voir comment travailler avec eux là-dessus. Donc là encore, sur territoire engagé pour la nature ou bien entreprise engagée pour la nature, à chaque fois, on est des relais de ce dispositif qui sont des dispositifs nationaux portés notamment par l'OFB. Et donc, on se doit, nous, de décliner ces dispositifs-là en région. Sur les entreprises, à minima, on a déjà ce dispositif de mécénat environnemental qui existe dans la région. Donc, on a recensé, et on continue de le faire, au fil de l'eau, des projets qui sont portés par des gestionnaires d'espaces naturels, mais pas que, aussi des associations, des choses comme ça, en région, en attente de financement. On les présente sur notre site, sur cette bourse de présentation de projets, et on se charge, nous, d'en faire la promotion auprès de potentiels mécènes, entreprises régionales et nationales. Donc là encore, si vous avez connaissance de projets intéressants, n'hésitez pas à nous faire remonter tout ça. Et là encore, on proposera également des ateliers techniques à destination des entreprises. L'aide au montage de projets, alors j'ai pas mon slide dessus, mais je vais vous en dire deux mots, parce que c'est une force et une particularité de notre agence. On a une personne qui a été recrutée, qui est dédiée à l'appui au montage de projets pour les partenaires, des projets plutôt complexes, d'intérêt régional et supra-régional. L'idée pour nous étant d'aller capter, alors soit d'optimiser la consommation des enveloppes existantes en région. On se fait beaucoup le relais d'appels à projets qui peuvent être lancés par la région, l'OFB, etc. On se fait aussi le relais des dispositifs des agences de l'eau. Mais l'idée aussi étant d'aller capter des fonds nouveaux, type appel à projet LIFE, etc. Donc là, on est plus pour essayer de porter des projets un peu costaud, mais quels que soient, on va dire, les projets sur lesquels vous pourriez éventuellement nous solliciter, il ne faut pas hésiter. On peut, justement, en nous mettant dans la boucle, les faire monter un petit peu en dimension, par exemple, ou ajouter différents partenaires. Ah bah oui, je l'avais. Donc bah voilà, je ne vais pas me répéter. Je ne pensais pas être à jour sur ma présentation. Donc cette mission d'appui, globalement, elle se structure autour de ces grands axes-là. On identifie différents besoins en termes de projets, etc. On diffuse des informations des financements. Alors, soit en alerte, comme ça a pu être le cas, par exemple, pour le plan de relance. On a été beaucoup sollicité pour faire remonter des projets au niveau régional, soit en anticipation. Et là, donc, c'est plutôt pour vraiment anticiper. Là, on appelle un projet LIFE du mois d'avril. Donc, on essaie de créer des ateliers techniques, des ateliers d'écriture en amont pour faire en sorte que des projets normands puissent remonter au niveau européen. Du conseil, de l'orientation et du recueil, de la centralisation d'informations également, via le guide des acteurs qu'on a en région, qui est en permanence mis à jour. On a un guide des acteurs en ligne qui présente l'ensemble des acteurs en régionaux qui interviennent sur ce sujet de la biodiversité, ce qu'ils peuvent proposer, etc., et leurs coordonnées. Et également un guide des aides, également mis à jour, des aides publiques, et de plus en plus des aides privées aussi qu'on met en avant, des fondations. Pareil, qui est régulièrement mis à jour sur notre site. Enfin, pour terminer, le volet valorisation. Donc, vous voyez bien, on a structuré ces trois pôles-là pour avoir un fil rouge cohérent, acquisition de connaissances, mutualisation de la donnée, etc. Faire en sorte de la porter au plus près, de la vulgariser au plus près de la prise de décision, donc qui là va être utilisé plutôt par le pôle reconquête. Et enfin, la valorisation de l'ensemble de ces deux pôles par le pôle production de médias. Médias, tout type de médias confondus, papier, web, vidéo, drone, on fait à peu près de tout. On a les compétences et le matériel en interne pour s'occuper de pas mal de choses comme ça.
Donc, c'est énormément de veille, de retour d'expérience en région qui donne lieu à des fiches de ce type, notamment à destination des différents réseaux qu'on anime, donc collectivités, entreprises, gestionnaires, etc. On a plutôt des fiches typées collectivité, puisque c'est la cible sur laquelle, historiquement, on est la plus engagée. Mais on aura une collection qui va s'étoffer et une collection qui met aussi en avant les autres fiches retour d'expérience que peuvent proposer d'autres structures. Je pense notamment à toutes les fiches que vous retrouvez sur le site de la Cater qui sont dans le même esprit. L'idée aussi de ce là, c'est de valoriser l'ensemble des travaux, je vous disais, des deux autres pôles, d'être sur de la… Alors souvent, le terme sensibilisation, il est un peu biaisé, mais être sur des choses assez simples, pragmatiques et opérationnelles. Le DD Tour, c'est un exemple typique. On s'est positionné en tant qu'opérateur, enfin de tour opérateur du développement durable dans la région, c'est-à-dire qu'on a créé différents circuits de visite déclenchables à la demande, permanents, gratuits, pour des groupes préconstitués, c'est-à-dire c'est des visites qui s'adressent à des conseils municipaux entiers, conseils communautaires, des conseils d'administration d'entreprise, des choses comme ça. Donc, c'est une structure qui réserve une visite et pas des personnes. Et on a conventionné avec un certain nombre d'hôtes en région. Donc, les hôtes, ça peut être une collectivité, une entreprise, etc., qui sont OK pour accueillir à intervalles réguliers des groupes et partager leur expérience sur des sujets très précis, des thématiques très précises, soit du développement durable pour la partie ANDD, soit pour la partie biodiversité en ce qui nous concerne. Donc, ça marche très, très bien. À chaque fois, quand vous avez un groupe d'élus, un élu qui vient avec son DGS et ses techniciens et qui rencontre un autre élu avec un autre DGS et d'autres techniciens, les cibles de même rang, on va dire, se rencontrent, échangent, et là, le retour d'expérience, il est beaucoup plus efficace. Donc, on en a certains, j'ai entendu parler sur les différentes interventions de structuration de filières bois, bocage, énergie, des choses comme ça. Donc, on a des circuits sur ces sujets-là. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. La programmation, elle est en ligne. Donc, concrètement, comment ça se passe? On a un groupe qui nous dit, voilà, moi, tel circuit m'intéresse, à peu près à telle période de l'année, on serait 15 personnes, et donc débrouillez-vous, quoi. Et nous, à partir de là, on peut proposer la visite cousu main. Et cette année, et ce sera opérationnel l'année prochaine, on réoriente une partie de ce dispositif, notamment avec le soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et du département Seine-Maritime pour ce qui la concerne sur le département, une réorientation de ce dispositif sur des circuits, sur des sujets d'agroécologie à destination des agriculteurs notamment. Et on a répondu à un appel à projet d'une fondation privée, on attend des retours assez rapides pour voir si on est retenu pour prendre en charge l'ensemble de cette coordination et de cette animation pendant 3 ans. L'idée étant de pouvoir proposer un circuit par département sur des enjeux très localisés, on va dire, en termes d'agroécologie, que ce soit de l'agroforesterie, sur des systèmes herbagers très performants d'un point de vue économique, des choses comme ça. Et on travaille avec un groupe de travail assez complet qui prend en compte notamment l'ensemble des professionnels du monde agricole, donc Chambre d'agriculture, la CIVAM, les départements, l'Agence de l'eau, comme j'ai pu le dire, l'OFB, mais aussi l'enseignement agricole. Et on a pour projet, c'est plutôt bien parti, d'intégrer ces cursus de visite dans l'enseignement, dans les cursus de formation des lycées agricoles, de l'ensemble des lycées agricoles normands. Et donc ça devrait certainement sortir d'ici l'année prochaine. Et donc là, on se rapprochera des différents groupes, que ce soit des élus agricoles, des GI2E, des CUMA, etc., de voir des groupes constitués déjà d'agriculteurs. Et là, typiquement, sur ce genre de projet, vous pourrez être à la fois vous demandeurs de visites, nous solliciter, de nous réserver des visites, mais vous pouvez aussi être vous-même, en effet, dans le cadre de cette sollicitation de visite, à constituer des groupes d'agriculteurs de votre territoire, etc., pour aller voir des initiatives intéressantes dans la région. Petite précision, qui est pas inintéressante non plus, c'est que si on est retenu par la fameuse fondation dont je vous parlais, c'était notamment pour pouvoir mettre à disposition des cars gratuitement aux structures qui solliciteraient des visites et dédommager les agriculteurs qui nous accueillent. Donc voilà, on produit également un certain nombre de vidéos pour mettre en avant des retours d'expérience régionaux, différentes publications. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà consommé mon temps. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, on l'a sorti il y a quelques semaines. Donc on continue à alimenter un petit peu, il y a encore quelques pages qui sont vides, mais au fur et à mesure, pour l'ensemble des réseaux, pour l'ensemble des thèmes sur lesquels on intervient, vous retrouverez les contacts en interne. Ce que je n'ai pas précisé, mais l'agence biodiversité, c'est 12 personnes, 6 ou 7 côté développement durable. Donc pour pouvoir s'y retrouver à chaque fois, vous aurez exactement les coordonnées des personnes qui peuvent vous conseiller au mieux sur les sujets qu'on aborde. Voilà ce que je pouvais dire.
Merci Romain pour cette présentation qui était pile poil, je pense, dans les temps, même si nous, il y a des questions qui apparaissent en cours de temps, pour les faire remonter à Romain, on le fera. Il y a des questions qui n'ont pas encore eu de réponse, on va essayer de les compiler et de faire un retour après, on va dire dans les jours à venir, essayer d'aller chercher les réponses auprès des intervenants qui n'ont pas pu y répondre. Voilà, je laisse la parole à Stéphane, le directeur de la CATER. Bonjour à toutes et tous. Merci Cédric. Oui, je conclue rapidement les participants que vous étiez. Un petit clin d'œil aux collègues du campus qui nous accueillir en présentiel, comme on dit, et finalement le contexte que vous connaissez a fait qu'on a rebondit sur le mode webinaire, mais on reviendra, c'est partie remise. Un petit merci à l'agence qui a mis à disposition ça, les actions, parce que la bouche numérique de Flairaglo où on pensait organiser ce webinaire finalement a été réquisitionné pour distancier le personnel de Flairaglo, ce qui fait qu'on était coincé, donc on a pu constater qu'il était largement articulé autour de la maîtrise de l'érosion et du ruissellement du bocage. C'est une thématique qu'on évoque depuis longtemps, dont chacun est conscient qu'elle est un enjeu fort de l'évolution de vos programmes. Au même titre que d'autres, on a parlé également zone humide, là aussi de manière symétrique, on souhaite à terme vous proposer des outils du même ordre qui permettent de prioriser, de diagnostiquer les parcelles et l'état des zones humides. Donc ça rentre dans une approche, un objectif qu'on garde à la CATER d'être à votre écoute d'une part et de toujours être en mesure de proposer des outils opérationnels, comme on dit, pour ce bon état et pour le programme. Donc ça, c'est notre travail, c'est notre mission constante. Que dire d'autre? Je propose, j'espère qu'on se retrouvera en présentiel cette fois, comme on dit, parce que c'est quand même bien plus sympa, bien plus convivial au printemps prochain. Pour info, le printemps prochain, la réunion technique, on a calé avec les collègues des CATER de l'Eure et de Seine-Maritime, qu'on la co-organiserait, qu'on organiserait ensemble. Donc ça devrait être l'occasion de rencontrer vos collègues à vous en poste dans les collectivités de ces deux départements, d'échanger, donc plus nombreux, plus de partage d'expérience. C'est un bon point. L'idée sur laquelle on travaille, c'est, vu les distances potentielles, d'organiser ça sur 2 jours, et on a déjà ciblé pour cette première journée technique normande le bassin de la cellule. On s'est dit que ça intéresserait tout le monde et potentiellement aussi nos collègues de l'Eure et de la Seine-Maritime de voir un peu ce qui se passe suite aux effacements d'ouvrages sur la cellule. Donc on vous tient évidemment au courant, mais l'idée c'est de se retrouver de rêve et en botte au printemps prochain sur le bassin de la cellule pour une réunion des acteurs normands. Voilà, bonne journée à tous, bon appétit, à bientôt.